Vous sentez cette odeur, cette puanteur qui monte des cachots du château de Vincennes par cette froide matinée d'octobre 1387? Ce n'est pas seulement l'humidité des pierres ou les détritus qui pourrissent dans les fosses. Non, c'est l'odeur de la peur, celle qui suinte des murs quand un roi perd la raison et que personne n'ose le lui dire. Mais comment un homme peut-il devenir si cruel que même ses propres gardes détournent le regard? La réponse se trouve dans les chroniques que j'ai tenues pendant 15 années au service de la couronne. Des chroniques que j'aurais dû brûler, mais que la vérité m'oblige à préserver, car ce que vous allez entendre dépasse l'imagination la plus sombre sur ce que le pouvoir absolu peut faire d'un être humain. Mon nom est Gérard Lacombe, et j'ai été chroniqueur à la cour du roi Henri Durand pendant les années les plus sombres de son règne. Quand les historiens écriront sur cette époque, ils parleront de guerre, de famine, de peste, mais ils passeront sous silence ce qui se tramait vraiment dans les couloirs du pouvoir. Ils ne mentionneront pas les cris qui résonnaient la nuit dans les appartements royaux, ni les servantes qui disparaissaient mystérieusement, ni cette façon qu'avait le roi de sourire quand il ordonnait des châtiments. Vous devez comprendre qu'Henri n'était pas né monstre. Je l'ai connu enfant, quand son père m'avait confié l'éducation de ses héritiers. À 8 ans, Henri était un garçon curieux, peut-être un peu trop fasciné par les instruments de torture que son oncle rapportait de ses campagnes, mais rien d'extraordinaire pour un noble de cette époque. La violence faisait partie de notre quotidien, comme la prière du matin ou le repas du soir. Le premier signe vraiment inquiétant, je l'ai perçu lors de ses 14 ans. Nous étions dans les jardins du château, et Henri observait les jardiniers tailler les rosiers. Soudain, il s'est approché de l'un d'eux, un vieux serviteur nommé Baptiste, qui travaillait là depuis 40 ans. Baptiste, avait dit Henri de cette voix douce, qu'il prenait quand une idée germait dans son esprit. Montre-moi comment tu fais pour que les roses soient si belles. Le vieil homme, flatté de l'attention du prince, avait expliqué patiemment l'art de la taille, comment il fallait couper juste au-dessus du bourgeon pour favoriser la croissance. Henri l'écoutait avec une attention inhabituelle, posant des questions précises sur l'angle de coupe, la profondeur de l'incision. Puis, d'un geste rapide, il avait saisi les cisailles des mains de Baptiste et les avait refermées sur l'index du jardinier. Le hurlement de douleur avait résonné dans tout le jardin. Henri regardait le sang couler avec la même fascination qu'il avait montrée pour la taille des roses quelques minutes plus tôt. « Pardonnez-moi, monseigneur », avait balbutié Baptiste en tenant sa main mutilée. « J'ai du mal expliquer. »« Non, Baptiste, tu as parfaitement expliqué », avait répondu Henri en nettoyant soigneusement les cisailles. « Maintenant, je sais exactement comment couper pour faire saigner. Ce jour-là, j'aurais dû comprendre. J'aurais dû voir que quelque chose de fondamental était brisé chez cet enfant. Mais nous vivions dans un monde où la violence était monnaie courante, où les seigneurs pendaient leurs serfs pour un vol de pain, et où les rois faisaient écarteler leurs ennemis en place publique. Comment distinguer la cruauté ordinaire de la perversité véritable? La transformation s'est accélérée quand Henri a hérité du trône à 17 ans. Son père était mort brutalement d'une fièvre, et du jour au lendemain, ce jeune homme s'est retrouvé avec un pouvoir absolu sur des millions de sujets. Imaginez-vous à 17 ans, capable de décider de la vie ou de la mort d'autrui d'un simple geste de la main. Même l'âme la plus pure aurait eu du mal à résister à cette ivresse. Mais Henri n'avait pas l'âme pure. Il avait cette chose tordue en lui, cette fascination malsaine pour la souffrance qui ne demandait qu'à s'épanouir. Et le pouvoir royal lui a donné les moyens de la nourrir sans limite. Les premiers mois de son règne ont été trompeurs. Henri se montrait généreux avec les nobles, réduisait certains impôts, organisait des fêtes somptueuses. La cour bruissait d'éloges sur ce jeune roi si prometteur. Même les négociations diplomatiques avec les royaumes voisins se déroulaient
comme un véritable dîner de cons intergalactique, tant les ambassadeurs étaient charmés par l'apparent raffinement du nouveau monarque. Philippe Blanchard, son conseiller principal et homme de confiance depuis l'enfance, me confiait alors ses espoirs. Gérard, je crois que nous avons enfin un roi sage. Henri comprend les enjeux. Il écoute, il réfléchit avant d'agir. Si seulement Philippe avait su ce qui se tramait dans les appartements privés du roi, car c'est là, loin des regards de la cour, qu'Henri donnait libre cours à ses véritables penchants. Au début, c'étaient des détails que je notais dans mes chroniques sans leur accorder d'importance particulière. Des serviteurs qui changeaient fréquemment dans les cuisines royales, des gardes qu'on mutait sans explication vers des garnisons éloignées, des commandes étranges passées aux forgerons du château, chaînes spéciales, instruments aux usages mystérieux. J'ai commencé à comprendre la vérité par une nuit d'hiver de 1385. J'étais resté tard dans mes quartiers pour terminer la rédaction des chroniques de la journée, quand j'ai entendu des bruits étranges venant des niveaux inférieurs du château, des gémissements, des cliquetis métalliques et parfois, comme un écho lointain, ce qui ressemblait à des rires. Ma curiosité de chroniqueur l'a emporté sur ma prudence. J'ai pris une chandelle et je me suis aventuré dans les couloirs faiblement éclairés qui menaient aux anciens cachots du château. Plus je descendais, plus les sons devenaient distincts et plus mon sang se glaçait dans mes veines. Arrivé devant une lourde porte de chêne renforcée de fer, j'ai collé mon oreille au bois. Ce que j'ai entendu cette nuit-là me hante encore aujourd'hui. La voix d'Henri, douce et posée comme toujours, qui donnait des instructions précises, des supplications étouffées, le bruit caractéristique du métal qui entaille la chair, et ces rires terrifiants qui montèrent de la gorge du roi, comme si la souffrance d'autrui était pour lui la plus exquise des musiques. J'ai regagné mes quartiers en tremblant, incapable de coucher sur le papier ce que je venais de découvrir. Comment écrire que son roi, loin de Dieu, béni par l'Église, était en réalité un prédateur qui se nourrissait de la douleur humaine. Le lendemain matin, Henri est apparu à la cour comme si de rien n'était, impeccablement vêtu, le sourire aux lèvres. Il a présidé le conseil royal avec son efficacité habituelle. Il a pris des décisions justes concernant l'administration du royaume, a écouté patiemment les doléances des seigneurs, a même ordonné la construction d'un nouvel hospice pour les pauvres de la capitale. Mais moi, je voyais désormais autre chose dans son regard, cette lueur particulière qui brillait quand il pensait que personne ne l'observait, cette façon qu'il avait de caresser distraitement le pommeau de son épée quand un courtisan lui déplaisait, cette tension imperceptible qui parcourait son corps quand on évoquait devant lui les châtiments infligés aux criminels. Henri avait appris à porter un masque parfait. En public, il était le roi idéal, juste, réfléchi, soucieux du bien de ses sujets. Mais en privé, il était devenu quelque chose d'innommable. L'ironie cruelle de la situation, c'est que plus Henri assouvissait ses penchants, monstrueux dans l'ombre, plus il excellait dans son rôle public de monarque, comme si la violence qu'il déversait sur ses victimes lui apportait l'équilibre nécessaire pour jouer à la perfection la comédie du pouvoir. Les mois ont passé et j'ai continué à tenir mes chroniques en me gardant bien de mentionner ce que je savais. Mais les indices s'accumulaient. Pour qui savait les voir? Henri pilotait son royaume avec ce French flair inimitable, imprévisible, risqué, mais génial, alternant entre des décisions d'une sagesse remarquable et des caprices d'une cruauté inexplicable. Un jour, il pouvait gracier un condamné à mort au dernier moment, ému aux larmes par les supplications de la famille. Le lendemain, il ordonnait l'exécution publique d'un voleur de poules avec un raffinement dans la torture qui laissait la foule muette d'horreur. Philippe Blanchard commençait lui aussi à s'inquiéter
même s'il refusait encore d'admettre la véritable nature du problème. Le roi traverse une période difficile, me disait-il. La charge du pouvoir pèse lourd sur ses épaules. Il suffirait peut-être qu'il trouve une épouse, qu'il fonde une famille. Pauvre Philippe, il ne pouvait pas imaginer qu'Henri avait déjà trouvé sa façon de soulager le poids du pouvoir, une façon qui impliquait des chaînes, des instruments de torture et une cave secrète où résonnaient les échos de l'enfer. Car c'était bien cela. Henri avait créé son enfer personnel au cœur de son château, un lieu où il régnait non plus en roi, mais en démon. Et le plus terrifiant, c'est qu'il y excellait, avec la même application méticuleuse qu'il mettait à gouverner son royaume. Alors que l'hiver de 1385 touchait à sa fin, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Je devais découvrir la vérité sur les activités nocturnes d'Henri, non par goût du sensationnel, mais parce qu'en tant que chroniqueur, j'avais le devoir de témoigner. L'histoire ne pouvait pas ignorer cette face cachée du pouvoir royal. Ce que j'allais découvrir dans les semaines suivantes dépassait tout ce que mon imagination avait pu concevoir. Henri n'était pas simplement un roi cruel, il était devenu quelque chose de bien plus dangereux. Un artiste de la souffrance, un perfectionniste de la terreur, un homme qui avait fait de la perversité un art raffiné. Et le plus troublant dans tout cela, c'est qu'il n'était pas fou. Il était parfaitement lucide, parfaitement maître de lui-même. Il avait simplement choisi de devenir un monstre parce que le pouvoir lui en donnait les moyens et que personne n'avait le courage de l'arrêter. La suite de cette histoire révélera comment j'ai percé les secrets les plus sombres de la monarchie et pourquoi certaines vérités auraient peut-être mieux fait de rester enfouies dans l'ombre des siècles. La première fois que j'ai réellement pénétré dans l'antre secret d'Henri, c'était lors d'une nuit de mars 1386. Le roi était parti en pèlerinage officiel à Chartres, emmenant avec lui la moitié de la cour dans un grand spectacle de piété royale. Philippe Blanchard dirigeait cette procession pieuse, convaincu que la grâce divine pourrait peut-être apaiser les démons qu'il sentait grandir chez son maître, sans oser se les avouer. C'était l'occasion parfaite. J'avais passé des semaines à observer les allées et venues des gardes, à mémoriser leurs rondes, à identifier les moments où les couloirs souterrains restèrent déserts. Comme un chasseur de tête patient, j'avais traqué chaque détail, chaque faille dans la sécurité du château. La serrure de la porte mystérieuse avait cédé plus facilement que prévu. Henri, dans son arrogance, n'imaginait pas qu'on puisse oser violer son sanctuaire privé. Après tout, qui aurait le courage de défier un roi oint par Dieu? Ce que j'ai découvert cette nuit-là a changé à jamais ma perception de la nature humaine. La cave secrète d'Henri n'était pas un simple cachot improvisé, c'était une construction sophistiquée, aménagée avec un soin méticuleux qui révélait des mois, peut-être des années de préparation. Les murs de pierre avaient été recouverts de tentures sombres pour étouffer les sons. Des braséros disposés avec précision diffusaient une lumière rougeâtre qui donnait à l'ensemble l'aspect d'une chapelle dédiée à quelque culte obscène. Et partout, accrochés au mur avec un ordre presque maniaque, les instruments, des chaînes, oui, mais pas n'importe lesquelles, des pièces forgées sur mesure, avec des maillons d'épaisseur différentes selon leur usage, des lames courbes dont je n'osais imaginer la fonction, des tenailles aux mâchoires dentelées, des cordages tressés de façon particulière, et au centre de la pièce, une table de pierre massive, polie comme un autel, avec des rainures gravées pour recueillir les fluides. Mais le plus glaçant, c'étaient des détails qui révélaient l'usage régulier de ce lieu, les taches sombres sur la pierre, malgré un nettoyage minutieux, l'odeur persistante de sang et de terreur qui imprégnait l'air, malgré l'encens brûlé pour la masquer, et surtout, ce carnet relié de cuir rouge que j'ai découvert dans un coffre, dissimulé derrière une tenture.
Henri tenait un journal de Tarpitado. Ses activités. Chaque page documentait avec une précision clinique ses expériences sur ses victimes. Non seulement il décrivait les tortures infligées, mais il analysait les réactions, notait les variations dans les cris, chronométrait la résistance de chacun, comme un savant étudiant les propriétés d'un nouvel élément chimique. L'écriture était celle que je connaissais bien, cette calligraphie soignée qu'Henri utilisait pour signer les édits royaux. Mais le contenu, mon Dieu, le contenu dépassait l'entendement. Des pages entières, consacrées à décrire comment prolonger l'agonie, comment maintenir la conscience chez une victime au bord de l'évanouissement, comment doser la douleur pour qu'elle reste supportable assez longtemps pour permettre de savourer chaque instant. Une entrée datée du mois de janvier m'a particulièrement marqué. La servante Marie a montré une résistance remarquable. Contrairement à ce que j'avais observé chez les autres femmes de son âge, elle n'a pas supplié avant la 4e application. Intéressant de noter que les larmes n'ont commencé qu'au moment où j'ai mentionné sa fille. La peur pour autrui semble décupler la sensibilité à la douleur physique. À approfondir lors des prochaines séances. J'ai refermé le carnet en tremblant. Marie, je me souvenais d'elle, une jeune femme qui travaillait aux cuisines et qui avait effectivement disparu en janvier. On nous avait dit qu'elle était retournée dans sa famille pour soigner sa mère malade. Sa fille, une enfant de 7 ans, travaillait maintenant comme aide couturière dans les appartements des dames de la cour. Combien d'autres départs volontaires cachaient en réalité des fins atroces dans cette cave maudite? En fouillant davantage, j'ai découvert d'autres carnets, remontant au premier mois du règne d'Henri. L'évolution était saisissante. Au début, ses écrits étaient hésitants, presque timides, comme s'il découvrait lui-même l'étendue de ses pulsions. Mais au fil des pages, le style devenait de plus en plus assuré, technique, presque professorale. Henri s'était donné une éducation dans l'art de la torture, avec la même rigueur qu'il avait mise autrefois à apprendre le latin et l'art de la guerre. Il étudiait, expérimentait, progressait. Et le plus terrifiant, c'est qu'il excellait dans ce domaine, comme dans tous les autres aspects de sa vie royale. Un passage d'un carnet plus récent m'a glacé le sang. J'ai enfin compris pourquoi mes ancêtres trouvaient les exécutions publiques si divertissantes. Ce n'était pas la mort en elle-même qui les fascinait, mais le moment précis où l'âme humaine se brise. Cet instant où l'espoir disparaît définitivement des yeux de la victime. C'est là que réside la véritable jouissance du pouvoir absolu, non pas dans la capacité de donner la mort, mais dans celle de détruire l'humanité elle-même. J'ai passé plusieurs heures dans cette cave maudite, documentant mentalement chaque détail, chaque horreur. Il me fallait des preuves, mais je ne pouvais risquer de voler les carnets d'Henri. Sa disparition aurait immédiatement révélé mon intrusion. Au moment de repartir, j'ai remarqué quelque chose qui m'avait échappé lors de ma première inspection. Une seconde porte, plus petite, dissimulée dans un renfoncement. Elle donnait sur un escalier qui remontait vers les niveaux supérieurs du château. Henri avait aménagé un accès direct entre ses appartements privés et sa cave secrète. Il pouvait descendre et remonter sans jamais croiser un garde ou un serviteur. La sophistication de cette installation révélait une planification de longue date. Henri avait conçu ce système avant même de monter sur le trône. Dès son adolescence, il savait déjà ce qu'il voulait faire de son pouvoir futur. Les jours suivants ont été un véritable calvaire. Comment continuer à vivre normalement à la cour en sachant ce que je savais? Comment sourire poliment au roi quand il présidait le conseil, en me rappelant les horreurs décrites dans ses carnets? Comment regarder les serviteurs du château sans me demander lesquels avaient déjà disparu dans cette cave infernale? Le retour d'Henri de son pèlerinage a été un moment particulièrement éprouvant. Il rayonnait d'une sérénité pieuse qui trompait tout le monde.
Philippe Blanchard était aux anges. Vous voyez, Gérard, j'avais raison. La grâce divine a apaisé notre roi. Regardez comme il semble en paix avec lui-même. En paix, si Philippe avait su que cette sérénité venait du fait qu'Henri avait passé ses nuits de voyage à planifier de nouvelles expériences pour son retour au château, car Henri avait rapporté de son pèlerinage plus que des indulgences et des reliques. Il avait rencontré d'autres seigneurs, d'autres cours, et j'ai rapidement compris qu'il avait élargi ses horizons en matière de cruauté. Ses conversations apparemment innocentes avec les autres nobles lui avaient permis de glaner des informations sur leurs propres pratiques, leurs propres secrets sombres. L'art de la conversation diplomatique révélait son véritable visage, un échange subtil d'informations sur les méthodes les plus raffinées pour faire souffrir. Henri ne se contentait plus d'improviser dans sa cave. Il étudiait, il apprenait, il perfectionnait son art maudit en s'inspirant des pratiques d'autres cours européennes. Un soir de mai, j'ai assisté à une scène qui illustrait parfaitement cette évolution. Henri recevait l'ambassadeur du royaume voisin pour négocier un traité commercial. La discussion se déroulait dans le grand salon, devant plusieurs témoins, dans une atmosphère parfaitement civilisée. Mais moi, qui connaissais maintenant les véritables centres d'intérêt d'Henri, je percevais la vraie nature de leurs échanges. Quand l'ambassadeur mentionnait les méthodes particulières utilisées dans son pays pour obtenir des aveux, Henri l'écoutait avec une attention qui n'avait rien de diplomatique. Quand la conversation dérivait sur les châtiments traditionnels appliqués aux traîtres, les yeux du roi brillaient d'un éclat que je connaissais trop bien. Ils parlaient commerce et politique, mais ils échangeaient en réalité des recettes de torture avec la désinvolture de cuisiniers partageant leurs secrets. Cette nuit-là, Henri est descendu dans sa cave. Je l'ai entendu depuis mes quartiers, ces bruits familiers qui montaient des profondeurs du château. Et cette fois, les cris étaient différents, plus variés, plus éduqués, si je puis dire. Henri expérimentait de nouvelles techniques apprises lors de son voyage. Il perfectionnait son art avec la même passion qu'un maître artisan peaufine son chef-d'œuvre, sauf que son matériau, c'était la chair humaine, et son inspiration, la souffrance d'autrui. Le plus troublant dans tout cela, c'est qu'Henri continuait à être un excellent roi. Ses décisions politiques étaient justes, son administration efficace, sa politique étrangère habile, comme si les horreurs qu'il commettait la nuit nourrissaient sa lucidité le jour, comme si la violence extrême qu'il déversait sur ses victimes lui apportait l'équilibre nécessaire pour gouverner avec sagesse. Cette dualité me terrifiait plus que la cruauté elle-même. Un roi fou, on peut l'enfermer, le destituer, le remplacer. Mais que faire d'un roi qui excelle dans ses fonctions officielles tout en étant un prédateur sanguinaire en privé? Le royaume prospérait sous la gouverne d'Henri. Les routes étaient sûres, le commerce florissant, les relations diplomatiques stables. Ses sujets l'adoraient, les nobles le respectaient, l'Église le bénissait. Personne ne se doutait que leur roi bien-aimé était en réalité un monstre qui se repaissait de chairs humaines dans les entrailles de son château. Et moi, pauvre chroniqueur, je me retrouvais dépositaire d'un secret qui pouvait détruire un royaume entier, car révéler la vérité sur Henri, c'était risquer de plonger le pays dans le chaos, de provoquer une guerre civile, de livrer nos frontières aux appétits de nos voisins. Alors, j'ai continué à me taire, à jouer mon rôle de fidèle serviteur de la couronne, tout en documentant secrètement les crimes de mon maître. Chaque nouveau départ de serviteur, chaque accident mystérieux, chaque maladie soudaine qui frappait les habitants du château était désormais décrypté par mon regard averti. Henri tuait méthodiquement, intelligemment, en prenant soin de ne jamais éveiller les soupçons. Il variait ses méthodes, espaçait ses crimes,
choisissait des victimes dont l'absence passerait inaperçue. Il était devenu un prédateur parfait, invisible même pour ceux qui vivaient à ses côtés. Mais cette perfection même allait causer sa perte, car Henri, ivre de son impunité, commençait à prendre des risques de plus en plus grands, et ces risques allaient bientôt le mener vers une transgression qui révélerait sa vraie nature à la face du monde. La première fois que j'ai réellement pénétré dans l'antre secret d'Henri, c'était lors d'une nuit de mars 1386. Le roi était parti en pèlerinage officiel à Chartres, emmenant avec lui la moitié de la cour dans un grand spectacle de piété royale. Philippe Blanchard dirigeait cette procession pieuse, convaincu que la grâce divine pourrait peut-être apaiser les démons qu'il sentait grandir chez son maître sans oser se les avouer. C'était l'occasion parfaite. J'avais passé des semaines à observer les allées et venues des gardes, à mémoriser leurs rondes, à identifier les moments où les couloirs souterrains restaient déserts. Comme un chasseur de tête patient, j'avais traqué chaque détail, chaque faille dans la sécurité du château. La serrure de la porte mystérieuse avait cédé plus facilement que prévu. Henri, dans son arrogance, n'imaginait pas qu'on puisse oser violer son sanctuaire privé. Après tout, qui aurait le courage de défier un roi ou un pardieu? Ce que j'ai découvert cette nuit-là a changé à jamais ma perception de la nature humaine. La cave secrète d'Henri n'était pas un simple cachot improvisé, c'était une construction sophistiquée, aménagée avec un soin méticuleux qui révélait des mois, peut-être des années de préparation. Les murs de pierre avaient été recouverts de tentures sombres pour étouffer les sons. Des braseros disposés avec précision diffusaient une lumière rougeâtre qui donnait à l'ensemble l'aspect d'une chapelle dédiée à quelque culte obscène. Et partout, accrochés au mur avec un ordre presque maniaque, les instruments, des chaînes, oui, mais pas n'importe lesquelles, des pièces forgées sur mesure, avec des maillons d'épaisseur différentes selon leur usage, des lames courbes dont je n'osais imaginer la fonction, des tenailles aux mâchoires dentelées, des cordages tressés de façon particulière, et au centre de la pièce, une table de pierre massive, polie comme un autel, avec des rainures gravées pour recueillir les fluides. Mais le plus glaçant, c'étaient les détails qui révélaient l'usage régulier de ce lieu, les taches sombres sur la pierre. Malgré un nettoyage minutieux, l'odeur persistante de sang et de terreur qui imprégnait l'air, malgré l'encens brûlé pour la masquer. Et surtout, ce carnet relié de cuir rouge que j'ai découvert dans un coffre dissimulé derrière une tenture. Henri tenait un journal de ses activités. Chaque page documentait avec une précision clinique ses expériences sur ses victimes. Non seulement il décrivait les tortures infligées, mais il analysait les réactions, notait les variations dans les cris, chronométrait la résistance de chacun, comme un savant étudiant les propriétés d'un nouvel élément chimique. L'écriture était celle que je connaissais bien, cette calligraphie soignée qu'Henri utilisait pour signer les édits royaux. Mais le contenu, mon Dieu, le contenu dépassait l'entendement. Des pages entières consacrées à décrire comment prolonger l'agonie, comment maintenir la conscience chez une victime au bord de l'évanouissement, comment doser la douleur pour qu'elle reste supportable assez longtemps, pour permettre de savourer chaque instant. Une entrée datée du mois de janvier m'a particulièrement marqué. La servante Marie a montré une résistance remarquable, contrairement à ce que j'avais observé chez les autres femmes de son âge. Elle n'a pas supplié avant la 4e application. Intéressant de noter que les larmes n'ont commencé qu'au moment où j'ai mentionné sa fille. La peur pour autrui semble décupler la sensibilité à la douleur physique. À approfondir lors des prochaines séances. J'ai refermé le carnet en tremblant. Marie, je me souvenais d'elle, une jeune femme qui travaillait aux cuisines et qui avait effectivement disparu en janvier. On nous avait dit qu'elle était retournée dans sa famille
pour soigner sa mère malade. Sa fille, une enfant de 7 ans, travaillait maintenant comme aide couturière dans les appartements des dames de la cour. Combien d'autres départs volontaires cachaient en réalité des fins atroces dans cette cave maudite. En fouillant davantage, j'ai découvert d'autres carnets, remontant aux premiers mois du règne d'Henri. L'évolution était saisissante. Au début, ses écrits étaient hésitants, presque timides, comme s'il découvrait lui-même l'étendue de ses pulsions. Mais au fil des pages, le style devenait de plus en plus assuré, technique, presque professoral. Henri s'était donné une éducation dans l'art de la torture, avec la même rigueur qu'il avait mise autrefois à apprendre le latin et l'art de la guerre. Il étudiait, expérimentait, progressait, et le plus terrifiant, c'est qu'il excellait dans ce domaine, comme dans tous les autres aspects de sa vie royale. Un passage d'un carnet plus récent m'a glacé le sang. J'ai enfin compris pourquoi mes ancêtres trouvaient les exécutions publiques si divertissantes. Ce n'était pas la mort en elle-même qui les fascinait, mais le moment précis où l'âme humaine se brise, cet instant où l'espoir disparaît définitivement des yeux de la victime. C'est là que réside la véritable jouissance du pouvoir absolu, non pas dans la capacité de donner la mort, mais dans celle de détruire l'humanité elle-même. J'ai passé plusieurs heures dans cette cave maudite, documentant mentalement chaque détail, chaque horreur. Il me fallait des preuves, mais je ne pouvais risquer de voler les carnets d'Henri. Sa disparition aurait immédiatement révélé mon intrusion. Au moment de repartir, j'ai remarqué quelque chose qui m'avait échappé lors de ma première inspection. Une seconde porte, plus petite, dissimulée dans un renfoncement. Elle donnait sur un escalier qui remontait vers les niveaux supérieurs du château. Henri avait aménagé un accès direct entre ses appartements privés et sa cave secrète. Il pouvait descendre et remonter sans jamais croiser un garde ou un serviteur. La sophistication de cette installation révélait une planification de longue date. Henri avait conçu ce système avant même de monter sur le trône. Dès son adolescence, il savait déjà ce qu'il voulait faire de son pouvoir futur. Les jours suivants ont été un véritable calvaire. Comment continuer à vivre normalement à la cour en sachant ce que je savais? Comment sourire poliment au roi quand il présidait le conseil en me rappelant les horreurs décrites dans ses carnets? Comment regarder les serviteurs du château sans me demander lesquels avaient déjà disparu dans cette cave infernale? Le retour d'Henri de son pèlerinage a été un moment particulièrement éprouvant. Il rayonnait d'une sérénité pieuse qui trompait tout le monde. Philippe Blanchard était aux anges. Vous voyez, Gérard, j'avais raison. La grâce divine a apaisé notre roi. Regardez comme il semble en paix avec lui-même. En paix, si Philippe avait su que cette sérénité venait du fait qu'Henri avait passé ses nuits de voyage à planifier de nouvelles expériences pour son retour au château, car Henri avait rapporté de son pèlerinage plus que des indulgences et des reliques. Il avait rencontré d'autres seigneurs, d'autres cours, et j'ai rapidement compris qu'il avait élargi ses horizons en matière de cruauté. Ces conversations apparemment innocentes avec les autres nobles lui avaient permis de glaner des informations sur leurs propres pratiques, leurs propres secrets sombres. L'art de la conversation diplomatique révélait son véritable visage. Un échange subtil d'informations sur les méthodes les plus raffinées pour faire souffrir. Henri ne se contentait plus d'improviser dans sa cave. Il étudiait, il apprenait, il perfectionnait son art maudit en s'inspirant des pratiques d'autres cours européennes. Un soir de mai, j'ai assisté à une scène qui illustrait parfaitement cette évolution. Henri recevait l'ambassadeur du royaume voisin pour négocier un traité commercial. La discussion se déroulait dans le grand salon, devant plusieurs témoins, dans une atmosphère parfaitement civilisée. Mais moi, qui connaissais maintenant les véritables centres d'intérêt d'Henri,
je percevais la vraie nature de leurs échanges. Quand l'ambassadeur mentionnait les méthodes particulières utilisées dans son pays pour obtenir des aveux, Henri l'écoutait avec une attention qui n'avait rien de diplomatique. Quand la conversation dérivait sur les châtiments traditionnels appliqués aux traîtres, les yeux du roi brillaient d'un éclat que je connaissais trop bien. Ils parlaient commerce et politique, mais ils échangeaient en réalité des recettes de torture avec la désinvolture de cuisiniers, partageant leurs secrets. Cette nuit-là, Henri est descendu dans sa cave. Je l'ai entendu depuis mes quartiers, ces bruits familiers qui montaient des profondeurs du château. Et cette fois, les cris étaient différents, plus variés, plus éduqués, si je puis dire. Henri expérimentait de nouvelles techniques apprises lors de son voyage. Il perfectionnait son art avec la même passion qu'un maître artisan peaufine son chef-d'œuvre, sauf que son matériau, c'était la chair humaine, et son inspiration, la souffrance d'autrui. Le plus troublant dans tout cela, c'est qu'Henri continuait à être un excellent roi. Ses décisions politiques étaient justes, son administration efficace, sa politique étrangère habile, comme si les horreurs qu'il commettait la nuit nourrissaient sa lucidité le jour, comme si la violence extrême qu'il déversait sur ses victimes lui apportait l'équilibre nécessaire pour gouverner avec sagesse. Cette dualité me terrifiait plus que la cruauté elle-même. Un roi fou, on peut l'enfermer, le destituer, le remplacer. Mais que faire d'un roi qui excelle dans ses fonctions officielles tout en étant un prédateur sanguinaire en privé? Le royaume prospérait sous la gouverne d'Henri. Les routes étaient sûres, le commerce florissant, les relations diplomatiques stables. Ses sujets l'adoraient, les nobles le respectaient, l'Église le bénissait. Personne ne se doutait que le roi bien-aimé était en réalité un monstre qui se repaissait de chairs humaines dans les entrailles de son château. Et moi, pauvre chroniqueur, je me retrouvais dépositaire d'un secret qui pouvait détruire un royaume entier, car révéler la vérité sur Henri, c'était risquer de plonger le pays dans le chaos, de provoquer une guerre civile, de livrer nos frontières aux appétits de nos voisins. Alors j'ai continué à me taire, à jouer mon rôle de fidèle serviteur de la couronne, tout en documentant secrètement les crimes de mon maître. Chaque nouveau départ de serviteur, chaque accident mystérieux, chaque maladie soudaine qui frappait les habitants du château était désormais décrypté par mon regard averti. Henri tuait méthodiquement, intelligemment, en prenant soin de ne jamais éveiller les soupçons. Il variait ses méthodes, espaçait ses crimes, choisissait des victimes dont l'absence passerait inaperçue. Il était devenu un prédateur parfait, invisible même pour ceux qui vivaient à ses côtés. Mais cette perfection même allait causer sa perte, car Henri, ivre de son impunité, commençait à prendre des risques de plus en plus grands, et ces risques allèrent bientôt le mener vers une transgression qui révélerait sa vraie nature à la face du monde. Les pas des gardes résonnaient dans les couloirs souterrains, se rapprochant inexorablement de la cave secrète. Henri, le visage ensanglanté par les griffures de Lady Marguerite, s'est figé un instant, comme s'il prenait soudain conscience de la réalité de sa situation. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu la peur dans ses yeux, mais cette peur a duré moins d'une seconde. Presque immédiatement, elle a été remplacée par quelque chose de bien plus terrifiant, une exaltation pure, comme si Henri accueillait cette découverte imminente, comme l'aboutissement de son œuvre. « Vous entendez cela, Gérard ?» m'a-t-il dit en souriant, malgré le sang qui coulait sur sa joue. « C'est le bruit de l'histoire qui s'écrit. Dans quelques instants, mon nom sera gravé à jamais dans la mémoire des hommes. » Il avait raison, mais pas de la façon qu'il imaginait, car Henri, dans sa folie grandissante, avait sous-estimé un élément crucial, la capacité de ses sujets à se retourner contre lui une fois la vérité révélée. Les gardes
ont défoncé la porte de chêne dans un fracas assourdissant. Le capitaine Bernard Lecomte, un homme loyal qui servait la couronne depuis 20 ans, s'est figé sur le seuil en découvrant la scène. Son visage, buriné par des années de guerre, s'est décomposé devant l'horreur de cette cave et de ce qu'elle révélait sur son roi. « Majesté » a-t-il balbutié, incapable de comprendre ce que ses yeux lui montraient. Henri s'est redressé avec cette dignité royale qu'il n'avait jamais perdue. Même dans les pires moments de sa perversité, il a essuyé le sang sur son visage d'un geste désinvolte, comme s'il venait simplement de se couper en se rasant. « Capitaine Lecomte » a-t-il dit d'une voix parfaitement posée, « vous arrivez à un moment historique. Vous êtes en train d'assister à la révélation de la plus grande œuvre artistique jamais conçue. » Bernard Lecomte était un soldat simple, un homme de devoir qui avait consacré sa vie à protéger son royaume. La sophistication intellectuelle d'Henri ne l'atteignait pas. Ce qu'il voyait, c'était une jeune noble enchaînée, terrorisée, et son roi debout à côté d'instruments de torture. Son épée a jailli de son fourreau dans un sifflement métallique. Libérez immédiatement Lady Marguerite. « Majesté » a-t-il ordonné d'une voix tremblante de colère contenue. Henri a éclaté de rire, un rire cristallin qui résonnait étrangement dans cette cave imprégnée de tant d'horreur. « Mon cher Bernard, vous ne comprenez vraiment pas la situation. Je suis votre roi, je suis au-dessus de vos lois, au-dessus de votre morale bourgeoise, ce que vous appelez crime. Moi, je l'appelle art. » C'est à ce moment que j'ai compris qu'Henri avait définitivement basculé. Il ne s'agissait plus seulement de perversité ou de cruauté. Sa raison elle-même s'était fracturée sous le poids de ses crimes. Il était devenu authentiquement fou, mais d'une folie lucide et articulée qui était peut-être plus terrifiante encore que ses tortures. Les autres gardes commençaient à arriver, attirés par le bruit. En quelques minutes, la cave secrète s'est remplie d'une dizaine d'hommes en armes, tous figés par l'incrédulité et l'horreur. Ces soldats avaient en vue la guerre, la mort, la violence sous toutes ses formes, mais rien ne les avait préparés à découvrir que leur roi, qu'ils vénéraient et servaient fidèlement, était en réalité un prédateur sanguinaire. Philippe Blanchard est arrivé le dernier, alerté par l'agitation. Quand il a franchi le seuil de la cave et vu Henri debout au milieu de son antre de torture, son visage s'est vidé de toute couleur. Philippe, qui avait passé des années à excuser les bizarreries de son maître, qui avait fermé les yeux sur tant d'indices troublants, se retrouvait brutalement confronté à une vérité qu'il avait refusé de voir. « Henri » a-t-il murmuré, et dans ce simple prénom se mêlait la trahison, la déception et une tristesse infinie. « Ah, Philippe !» Henri s'est tourné vers son conseiller avec un sourire radieux. « Mon fidèle ami, vous arrivez juste à temps pour assister à mon triomphe. Regardez autour de vous. N'est-ce pas magnifique, ces outils, cette organisation, cette perfection, dans l'art de révéler la véritable nature de l'homme. J'ai créé quelque chose d'unique, d'immortel. » Philippe scrutait les murs couverts d'instruments de torture, les taches sombres sur la pierre, les chaînes disposées avec un soin maniaque. Son regard s'est arrêté sur les carnets que j'avais découverts lors de ma première visite. Ces journaux détaillaient des crimes d'Henri. Depuis combien de temps a-t-il demandé d'une voix brisée. « Oh, depuis le début » a répondu Henri avec une fierté enfantine. « Dès mon adolescence, j'ai su que j'étais destiné à quelque chose de grand. Pas seulement gouverner un royaume, non, ça, n'importe qui peut le faire. Moi, j'ai découvert l'art véritable, l'art qui transcende la morale ordinaire. » L'arme dans la main de Bernard Lecomte tremblait maintenant, ouvertement. Cet homme, habitué à obéir aveuglément aux ordres royaux, se trouvait face au dilemme le plus cornélien de son existence. Comment concilier sa loyauté envers la couronne
avec l'horreur de ce qu'elle représentait désormais. Henry a semblé percevoir cette hésitation et en a profité pour reprendre l'initiative. Il s'est dirigé vers l'un de ses carnets et l'a ouvert à une page particulière. « Tenez, écoutez ceci », a-t-il dit en lisant d'une voix claire et posée. 15 mars 1886. La servante Agnès a montré une résistance remarquable aux premières applications. J'ai noté que les supplications deviennent plus éloquentes quand la douleur atteint un certain seuil. Il existe un point d'équilibre parfait où la souffrance libère l'âme humaine de ses conventions sociales et révèle sa vérité brute. Le silence dans la cave était absolu. Même Lady Marguerite avait cessé de sangloter, pétrifiée par l'énormité de ce qu'elle entendait. Henri continuait sa lecture avec l'enthousiasme d'un professeur présentant sa découverte scientifique majeure. « Vous comprenez la beauté de cette approche ?» a-t-il continué en refermant le carnet. « Je ne me contentais pas de tuer, comme ces barbares de seigneurs qui pendent leurs serfs pour un rien. Non, moi, j'explorais l'âme humaine dans ses derniers retranchements. J'étais un pionnier, un chercheur dans le domaine le plus secret de l'existence. C'est alors que Bernard Lecomte a pris sa décision. Le poids de la responsabilité, le poids de la vérité sur Henri était comme un café au lait matinal, simple, réconfortant et essentiel pour affronter cette journée terrible. Au nom du royaume, a-t-il déclaré d'une voix ferme, je vous arrête, Henri Durand, pour crime contre vos sujets et trahison envers la couronne. Henri l'a regardé avec surprise, puis a éclaté de rire. M'arrêter, moi? Mais voyons, mon cher Bernard, vous oubliez qui je suis. Je suis le roi. Le roi ne peut pas être arrêté par ses propres sujets. Vous n'êtes plus roi, a répliqué Philippe Blanchard, d'une voix brisée mais déterminée. Un roi protège ses sujets. Vous les dévorez. Vous avez brisé le contrat sacré qui lie un souverain à son peuple. La vérité de ces paroles a frappé Henri comme une gifle. Pour la première fois, j'ai vu son assurance vaciller. Il a regardé autour de lui ces hommes qu'il avait servis fidèlement et qui le regardaient maintenant avec dégoût et horreur. Mais vous ne pouvez pas comprendre, a-t-il balbutié. Ce que j'ai créé ici, c'est de l'art. C'est immortel. Dans 1000 ans, on étudiera encore mes méthodes, mes innovations. Dans 1000 ans, l'ai-je interrompu en prenant enfin la parole. On se souviendra de vous comme du plus grand monstre que l'humanité ait jamais produit. Et c'est exactement ce que vous méritiez. Ces mots ont produit sur Henri un effet inattendu. Au lieu de la colère, j'ai vu naître dans ses yeux une satisfaction profonde, presque extatique. Oui, a-t-il murmuré. Oui, exactement. Le plus grand monstre, le plus parfait, le plus accompli, le plus mémorable de tous les monstres. N'est-ce pas là une forme de grandeur, finalement? Cette dernière révélation de sa folie a brisé les dernières hésitations des gardes. Bernard Lecomte a fait un geste, et ses hommes se sont avancés pour enchaîner leur ancien roi. Henri ne s'est pas débattu. Il s'est laissé lier les mains avec la même sérénité qu'il avait montrée en enchaînant ses victimes, comme si, finalement, subir le sort qu'il avait réservé à tant d'autres était l'aboutissement logique de son œuvre perverse. « Gérard, m'a-t-il dit alors qu'on l'emmenait, vous continuerez à tenir la chronique, n'est-ce pas? Il faut que tout soit consigné, que rien ne soit oublié. Mon histoire doit être racontée dans ses moindres détails. » Je n'ai pas répondu, mais dans mon cœur, je savais déjà que j'écrirais effectivement cette histoire, non pas pour satisfaire l'ego monstrueux d'Henri, mais pour que les générations futures sachent reconnaître les signes avant-coureurs du mal absolu. Lady Marguerite a été libérée et soignée. Physiquement, elle s'en remettrait. Psychologiquement, elle porterait à vie les cicatrices de cette nuit d'horreur. Mais elle avait survécu, et c'était déjà un miracle. Le procès d'Henri Durand a duré 3 mois. Le royaume entier était en état de choc.
Comment accepter que leur roi bien-aimé, celui qui avait apporté la prospérité et la paix, était en réalité un prédateur sanguinaire? Les témoignages se sont accumulés d'anciens serviteurs qui avaient fui le château, sans oser dire pourquoi, des familles qui avaient perdu des proches dans des circonstances mystérieuses, des indices que personne n'avait osé rassembler tant ils étaient impensables. Henri a assisté à son procès avec un détachement étrange, presque amusé. Il ne niait rien, ne se défendait pas. Au contraire, il corrigeait parfois les témoins quand ils se trompaient sur les détails de ses crimes, comme un artiste rectifiant l'interprétation de son œuvre. Le verdict était évident, mort par écartèlement, en place publique. Mais Henri a eu droit à une dernière surprise. La foule, au lieu des huées attendues, l'a accueilli dans un silence de glace. Son royaume l'avait déjà oublié, effacé de sa mémoire collective, comme on cautérise une plaie infectée. Henri est mort, comme il avait vécu ces dernières années, dans l'indifférence de ceux qu'il croyait impressionner. Sa quête d'immortalité perverse s'est achevée dans l'anonymat d'une exécution que personne ne voulait voir ou retenir. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, alors que je couche ces derniers mots sur le papier, je me demande souvent ce qui aurait pu sauver Henri. À quel moment la machine infernale de sa perversité aurait-elle pu être arrêtée? La réponse, je le crains, est qu'il n'y en a pas. Henri était né avec cette faille dans l'âme, cette incapacité fondamentale à ressentir la compassion humaine. Le pouvoir n'a fait qu'amplifier ce qui était déjà là, comme un miroir grossissant révèle les défauts invisibles à l'œil nu. Mais peut-être que le vrai enseignement de cette histoire n'est pas dans la chute d'Henri, mais dans la réaction de ceux qui l'entouraient. Philippe Blanchard, qui avait fermé les yeux trop longtemps. Bernard Lecomte, qui avait fini par choisir la justice plutôt que l'obéissance aveugle. Lady Marguerite, qui avait trouvé le courage de se défendre même dans l'extrême terreur. Et moi, pauvre chroniqueur, qui ai finalement trouvé la force de témoigner, même quand la vérité était plus horrible que le mensonge. Car c'est là, finalement, que réside notre humanité, non pas dans l'absence du mal, mais dans notre capacité à lui résister, à le nommer, à le combattre même quand il se part des oripeaux du pouvoir et de la légitimité. L'histoire d'Henri Durand nous enseigne que le mal absolu peut surgir partout, même sur un trône. Mais elle nous rappelle aussi que face à cette horreur, des hommes et des femmes ordinaires peuvent choisir de dire non, de résister, de préserver ce qui reste d'humain en eux. Et c'est peut-être là la seule victoire possible sur des monstres comme Henri, refuser de leur ressembler, même quand le monde entier semble sombrer dans la folie. Que cette chronique serve d'avertissement aux générations futures, que jamais plus l'autorité ne soit un paravent pour la perversité, que jamais plus la loyauté ne devienne complicité avec le mal. Car si l'histoire nous a appris une chose, c'est que les monstres ne naissent pas dans l'ombre, ils grandissent à la lumière du jour, nourris par notre indifférence et notre lâcheté. Il ne tient qu'à nous de ne plus les laisser grandir.